Salut à tous et bienvenue sur Côté Canap. L'écriture, c'est un voyage intime et parfois chaotique qui nous mène dans des endroits insoupçonnés. Aujourd'hui, c'est ce voyage-là qu'on va explorer avec une invitée très spéciale, Maïté Veka, qui vient nous parler de son premier roman, Fais de moi ton souhait. Un livre qui aborde des thèmes aussi puissants que l'amour, la mort et le deuil. Elle nous a ouvert la porte de son processus créatif. Elle nous a raconté comment les mots sont venus à elle et ce que ça a provoqué en elle. C'est une conversation remplie d'émotions et de sincérité. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Bonjour Maïté. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un projet qui te tient à cœur, de quelque chose que tu as créé récemment et qui va sortir donc en octobre. C'est un livre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre, de ce projet? Pourquoi un livre? Qu'est-ce qui t'a animé là-dessus? Eh bien, en fait, je dois avouer que c'est un rêve de petite fille. Donc, d'écrire un livre, c'est quelque chose dont je rêvais depuis que je suis toute petite. J'avais jamais été à l'aboutissement du projet. J'ai écrit déjà plusieurs fois, notamment en littéraire quand j'étais plus petite à l'école primaire. Et puis là, un dimanche soir, en fait, l'idée m'est tombée dessus. J'étais dans mon canapé. Alors, je sais pas, pour le jeu de mots, c'est un peu drôle. Mais oui, j'étais dans mon canapé et l'histoire est venue comme si c'était une évidence. Ça peut paraître un peu dingue parce qu'on pourrait se dire elle est pas seule dans sa tête, celle-là. Mais j'ai vraiment été à la rencontre de mes personnages. Il y a deux façons d'écrire. Il y a des personnes qui sont plus avec des schémas bien types où ils dressent d'abord un portrait de leur personnage avec la problématique et puis tout ce qui va en découler pour arriver à la solutionner. Et moi, c'était vraiment l'inverse. J'ai vécu pratiquement 2 ans avec ces personnages dans ma tête qui me guidaient au fur et à mesure de l'histoire. J'ai écrit de manière un peu compulsive, on peut dire, et ça m'a animée pendant presque 2 ans. Ouais, donc le projet, il a mûri dans ta tête il y a 2 ans. Donc initialement, tu n'as pas fait des études de lettres? Pas du tout. Je suis enseignante à la base. Ouais. Pas du tout. Après, j'adore lire, donc je lis énormément. C'est sûr que mon livre reflète un petit peu le style de lecture que j'aime. C'est-à-dire qu'on pourrait parler d'un feel good un peu plus profond quand même, parce qu'on va traiter de sujets assez lourds qui peuvent faire partie du quotidien de tout le monde, en fait, qui pourraient frapper n'importe quelle personne, puisqu'on va quand même parler de la maladie, de l'amour, de l'échec aussi, de la peur de l'échec, de l'envie de vouloir recommencer, mais de ne pas se sentir assez armé que pour recommencer. Donc voilà, je pense que ça peut toucher un peu tout le monde. Je voudrais justement revenir sur ce livre. Donc quel est le nom de ton livre? Donc alors le titre de mon roman, c'est Fais de moi ton souhait. Ça peut sembler un peu particulier comme titre. Quand on découvre l'histoire, on comprend très vite pourquoi. Il faut savoir que l'histoire parle aussi de wishlist, de souhaits, parce que je pense que dans la vie, il faut tout le temps se donner des objectifs à atteindre. Parfois les écrire, ça peut les renforcer. Et donc voilà, le personnage principal, il y a 2 personnages dans l'histoire, c'est un roman choral. Donc on passe d'un personnage à l'autre et Marie est une fan des fêtes de fin d'année, de Noël, et son passe-temps préféré c'est de faire des wishlists et donc des souhaits. Et donc la thématique, parce que tu dis c'est un sujet un peu lourd, c'est quoi exactement le sujet de ton livre? Alors ça va partir d'une jeune femme qui est peut-être en quête de sens, qui ne sait plus trop où elle en est dans sa vie, professionnellement, aussi amoureusement, elle a du mal à se relever, et à côté de ça on part à la rencontre d'un homme carriériste qui éduque sa fille, qui a vraiment une vie toute tracée au millimètre près, je vais dire, un peu à l'inverse de Marie. Puis le destin va faire qu'ils vont se rencontrer. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un côté romance que tu as envie de développer dans ton roman? Évidemment, c'est sûr que oui, il y a un côté un peu romance. Maintenant, on peut pas parler d'une romance. Je ne vais pas dévoiler pourquoi, parce que sinon ça couperait un peu l'envie de découvrir l'histoire. On est plus sur un roman contemporain où il y a 2 personnages qui vont se rencontrer, apprendre à se connaître, devoir faire en sorte de vivre ensemble, enfin de traverser des épreuves ensemble. Et c'est pas toujours facile quand on a des caractères opposés. Au niveau de tes inspirations, donc tu dis tu lis depuis longtemps. Quelles sont-elles? J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. J'ai découvert la Caroline du Nord il y a 3 ans par un projet un peu fou. Et puis la musique aussi énormément, mes lectures aussi. Et forcément, ce qui me fait peur écrire, c'est un peu enfermer ses démons. C'est un peu parfois thérapeutique aussi de pouvoir dire je peux écrire tout ce que je veux. Il n'y a pas de filtre à avoir puisque finalement ce sont des personnages fictifs, donc on peut leur faire penser, on peut leur faire vivre tout ce qu'ils veulent. Toi, tu t'es pas inspiré dans tes personnages de gens que tu connais ou de toi-même? Est-ce qu'on retrouve un peu de toi quelque part dans ces personnages? Alors effectivement, c'est drôle parce que justement, donc ce projet, il est né un dimanche soir dans mon canapé. J'ai d'abord recommencé par écrire quelques pages, une vingtaine, trentaine de pages, et puis j'ai livré ça à une collègue et elle m'a dit c'est rigolo,
rigolo parce que quand je lis, parfois j'ai l'impression de t'entendre parler. Donc ça, c'est forcément, on essaie de pas trop se dévoiler. C'est pas le but voulu, mais c'est sûr qu'il y a toujours une part de personnalité qui peut transparaître dans les personnages, que ce soit chez un personnage masculin ou féminin, ça n'a pas d'importance. J'ai eu la chance de lire le résumé de ton livre. Je trouve qu'il y a un petit peu, je sais pas si tu connais l'auteur, de Jojo Moyes. Alors, j'ai pas lu, mais c'est pas du tout une inspiration, alors. Non, pas du tout. Mais et si je me souviens bien, il n'y a pas eu un de ces romans qui a été adapté en film. Si, il y a eu un film avec une personne qui demande l'euthanasie, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, oui, je vois. J'ai vu le film, donc mais je n'ai pas du tout. Enfin, c'est pas du tout. On peut dire que ton style littéraire se rapproche d'un auteur connu. Peut-être donner une idée. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi parce que elle laisse transparaître des émotions tout en restant légère. Elle va pas tomber dans le drame. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi quand j'ai écrit mon premier roman. C'est de parler de choses parfois tristes tout en gardant un espoir. Je vais pas dire que je prends des nouvelles dramatiques avec humour, mais voilà, il faut garder les tu mets une légèreté dans ton sujet. C'est ça. Est-ce qu'il y a aussi ce côté, comme tu dis, voyage, comme tu dis, tu es partie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ton roman. Tout à fait, oui. Donc justement, les deux personnages partent donc à la découverte de la Caroline du Nord. C'est sûr que oui, c'est vraiment. Enfin, j'ai fait très très attention. Ça a été vraiment des heures de recherche. Il faut savoir que donc avant d'écrire, de terminer le projet, il y a eu vraiment énormément de phases. Et donc d'abord, il y a le premier jet qui sort que j'ai envoyé à la correctrice. Et donc là, j'avais pris des villes fictives. Et j'avais fait lire ce premier jet à une autre connaissance et elle m'avait dit moi j'ai cherché sur Google le nom de la ville et j'ai pas trouvé et je dis ben non forcément elle n'existe pas, je l'ai inventée et elle m'a dit ça m'a perturbée parce que j'avais besoin de m'identifier à un endroit et donc du coup je suis revenue en arrière et je me suis dit mais où je vais établir mon histoire parce que je voulais quand même laisser transparaître ce côté belge qui est en moi puisque voilà c'est mes origines mais j'arrivais pas à m'installer dans une ville en Belgique et puis j'ai choisi de m'établir à Londres puisque c'est une ville que j'adore et donc voilà ça a été des heures de recherche parce que il faut être précise dans les noms des rues, les stations métro, enfin voilà donc ça a été vraiment difficile. Dans ton processus d'écriture, tu as fait appel à des connaissances pour te relire. J'ai travaillé en deux phases. J'ai d'abord parlé de ça avec une amie qui écrit aussi. Elle m'a donné le contact d'une correctrice professionnelle avec qui j'ai travaillé parce que je pense que c'est indispensable. Et puis effectivement, j'ai fait lire à pas mal de personnes autour de moi, des personnes qui me connaissent très bien et puis des personnes qui me croisent au travail ou autres, qui ont un regard plus subjectif aussi parce que c'est important d'avoir un regard. Comment ça se passe justement ce regard sur quelque chose que tu sors de toi, qui est très intime finalement de la création. C'est très intimidant comme démarche. Alors ça justement, c'est le côté que j'appréhende parce que là, il va être bientôt, il va sortir, donc il va être mis publication. Voilà, c'est ça. Tout le monde va pouvoir l'acheter et donc c'est un peu comme si on se met à nu finalement parce que forcément il y a des personnes je sais qui vont lire, qui vont reconnaître certains passages puis donc voilà c'est un peu se dévoiler, c'est oser parler de livrer des faiblesses, des craintes mais aussi j'espère donner de l'espoir aux gens qui parfois se sentent au bord du gouffre, qui se disent il n'y a plus rien qui va, comment on peut faire pour trouver justement l'envie de réapprendre à vivre en fait. Est-ce que c'est plus facile dans ton processus de te faire lire par des inconnus que par des gens que tu connais? Non, c'est pas forcément plus facile parce que, par exemple, si je travaille avec la correctrice, si je parle de la correctrice, elle a un regard vraiment professionnel. Quand moi j'ai livré mon premier jet, elle m'a rendu un rapport et donc j'étais hyper impatiente de recevoir. Et là, en fait, ça a été la dégringolade parce que c'est un rapport qui fait une 30aine de pages. Et là, on se dit, en fait, c'est un flop. Enfin, je me suis dit, c'est loupé. Et en fait, donc du coup, après, elle m'a reçue en visio. Et heureusement, Eva, c'est quelqu'un qui est de formation psychologue. Donc, elle a un certain pouvoir pour donner pour sortir des gens avec qui elle travaille le meilleur d'eux-mêmes, tout en restant douce et délicate. Le but n'est pas de te détruire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment d'améliorer. Voilà, c'est ça. Mais ça peut sembler une montagne en fait parce que c'est tellement d'heures de travail, des nuits entières parce que j'écris surtout le soir et la nuit. Je me suis dit mais mon Dieu, je vais jamais y arriver. Et puis le fait de l'avoir en visio, elle m'a vraiment dit quand on a beaucoup à dire, c'est qu'il y a du potentiel. Et donc voilà, ça m'a remis sur de bons. Est-ce que tu t'attendais à ce que cette relecture transforme ton premier jet à ce point-là? Non.
pas du tout. Mais par contre, en fait, quand je relis le premier jet, et je lui ai dit à la fin de notre collaboration, merci de m'avoir vraiment poussé au bout. En fait, l'histoire, elle est plus du tout celle que j'avais écrite. Alors, c'est pas que j'ai changé à sa manière, loin de là, mais par contre, j'ai approfondi les personnages. Elle a su vraiment cibler. Par exemple, elle m'avait dit, Marie, il faut aller chercher ce qui la rend, ce qui lui donne ce mal-être, parce que si tu ne vas pas chercher au plus profond d'elle-même, elle peut paraître agaçante. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas perçu parce que moi, j'écris. Donc, même si je me relis, je ne peux pas percevoir ce genre de choses. Et donc, du coup, bah oui, ça m'a vraiment permis d'aller au bout de mes personnages et de les rendre encore plus attachants, plus humains. Voilà, c'est ça, tout à fait, plus humains. Plus de failles. Et donc ici, le jet final a déjà été lu par quelqu'un de ton entourage. Oui, je l'ai donné à plusieurs personnes. Déjà des appréhensions. Des appréhensions, oui. Je voulais, en fait, mon but de ce livre, c'est qu'il soit accessible à tout lecteur, j'ai envie de dire, même si, ok, ça va pas être un roman grande littérature, hein, je suis d'accord avec ça, et j'accepte, c'est pas du tout le but recherché. J'allais dire, c'est peut-être pas ton but. C'est pas du tout mon but, mais j'avais envie que ce soit un livre qui soit accessible à autant un homme qu'une femme, que ce soit une personne de 50 ans ou une personne de 17, 18 ans, peut-être plus jeune, pourquoi pas, mais ça pourrait peut-être être un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment le but recherché. Le fait de le donner à plusieurs personnes, j'ai vraiment aimé avoir les avis de chaque personne qui sont parfois assez similaires. Toutes les personnes m'ont dit, quand on referme ton livre, on se dit, oh mais non, ça va pas se passer comme ça. Et puis en fait, on referme le livre et on se dit, ok, ça s'est passé comme ça, mais voilà, finalement, la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et en fait, c'est ça. Ça donne un petit peu un côté introspection où on se dit, ok, on est peut-être frustré ou peut-être à la fin, mais il y a une réflexion à avoir. On peut vivre, la réflexion à avoir, je pense que on peut vivre tous les malheurs du monde. Quand on peut aimer ou être aimé, voilà, ça vaut la peine de se transcender. Et tu penses quelque part, il y a peut-être un public un peu plus féminin qui probablement qui risque d'aimer ton livre? Probablement, je pense que oui, parce que déjà c'est sûr que peut-être que les hommes ont plus de mal à livrer leurs sentiments dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un livre qui est peut-être plus axé pour les femmes, mais je pense que ça pourrait aussi correspondre à des hommes. Des hommes, oui. Je voulais revenir à ce projet de départ, la première idée que tu as eue quand tu étais sur ton canapé. Comment ça s'est passé ton processus d'écriture? Je veux dire, est-ce que d'un coup tu as sorti directement, je sais pas moi, 20 pages d'écriture ou alors tu as cogité les personnages, tu as mis des idées comme ça sur papier et ensuite t'en es venu à mettre en écriture ce que tu avais dans la tête sur tes personnages? Comment s'est passé ton processus d'écriture? En fait, j'ai bouclé mon premier jet en 3-4 mois, je dirais. Mais c'était compulsif. Je rentrais de mon travail. À ce moment-là, je vivais encore avec le papa de mes enfants. Mon but, c'était rentrer du travail, gérer ce qu'il y a à gérer dans la maison, m'occuper de mes 4 enfants, les mettre au lit et ouvrir mon PC. Ça me réveillait la nuit. Parfois, je m'envoyais des textos la nuit parce que j'avais des idées et j'avais peur le lendemain de me réveiller et de les avoir oubliées. Donc, je m'envoyais des messages pour me dire le lendemain, il faut que je recommence par ça. Donc, c'était assez naturel, en fait. C'était fluide. Je me suis pas retrouvée devant, comme on peut dire, la page blanche. Oui. Tu avais déjà le scénario jusqu'à la fin? Oui, je savais où je voulais en venir et c'est d'ailleurs aussi mon choix de l'auto-édition en fait, puisque mon roman va paraître en auto-édition, parce que je sais que parfois quand on passe par une maison d'édition, on peut se trouver à devoir changer la fin carrément, ou supprimer un personnage, ou introduire un personnage, et ça j'avais pas envie. J'avais envie d'avoir un regard professionnel qui allait me pousser au bout de ce qui pouvait sortir de cette histoire, mais j'avais envie d'écrire mon histoire comme moi je l'avais imaginé et pensé. Ok, tu voulais plaire ou pas. Tu voulais pas t'adapter juste pour la vente. Voilà, c'est ça. Et ça consiste en quoi l'auto-édition dans ton cas? Alors l'auto-édition en fait c'est un travail de manière indépendante. Moi pour pas citer, mais j'ai décidé de publier avec Amazon KDP parce que effectivement niveau marketing c'est facile, c'est une plateforme qui est connue de tout le monde, puis mon livre va pouvoir être distribué partout en fait, que ce soit en France, en Belgique, j'ai une amie au Canada, elle m'a déjà dit j'attends, donc voilà. Par contre c'est un peu le parcours du combattant parce qu'on ne sait pas par où commencer. Il faut s'entourer d'une graphiste pour la couverture parce que c'est pas du tout mon domaine. Moi l'informatique je suis nulle, la mise en page, la correction aussi, tout ça c'est tous des services qui sont entre guillemets
gratuit, je vais dire, dans une maison d'édition, mais en auto-édition, il faut financer ça de soi-même. C'est un fameux projet finalement quand tu veux l'aboutir au niveau financier aussi. Quand même, oui. J'avoue que c'est un fameux budget. Après, c'est un rêve que j'avais envie vraiment de me donner les moyens pour l'accomplir. Donc voilà, je me suis entourée des personnes avec qui j'ai senti un bon feeling. Comment tu as trouvé ta graphiste pour l'illustration? Par Instagram, mais aussi toujours via la vie de ma correctrice en fait, qui elle aussi est auteure. Réseau, sans doute. Voilà, c'est ça. Elle est aussi auteure en auto-édition. Et donc du coup, bah voilà, elle a des connaissances, etc. Elle m'a dit, écoute, voilà, en fonction de ton roman, je pourrais te conseiller cette personne. Et donc l'auto-édition, ton livre donc sera disponible sur Amazon. Tu ne seras pas disponible en librairie alors, ce cas-là? Alors en fait, je peux être disponible en librairie. Ça, c'est vraiment à voir avec les libraires en fait, mais plutôt les librairies indépendantes. Donc je pourrais pas être retrouvée, par exemple, sans vouloir citer un magasin, mais Fnac ou Club. Là, il faut une maison d'édition pour être dans ce univers. Et est-ce que du coup, tu auras une version en ligne aussi de ton livre? Tout à fait, sur liseuse. Voilà, c'est ça, sur liseuse. Après, de plus en plus de gens lisent de cette manière moi aussi. J'aime beaucoup passer au format numérique. Donc oui, je serai disponible aussi sur à partir du mois d'octobre. C'est ça. J'ai mis énormément de temps à travailler sur le résumé de la 4e de couverture. Donc c'est pour ça que ça a pris un peu de retard parce qu'elle partait en vacances et j'avais pas le résumé, me titillait et je me disais non, c'est pas encore ça. Donc je lui ai dit écoute, j'attends que tu reviennes. Et donc là, il est bouclé. Et puis ensuite, on a bouclé la couverture déjà depuis un bon moment. Et donc là, elle va me faire vraiment la mise en page, m'envoyer le dossier terminé en format PDF que moi, j'aurais plus qu'à introduire sur la plateforme. Et puis de là, je commande des épreuves, on va dire, enfin des exemplaires, soit qui peuvent être soumis déjà à la vente parce que à compte d'auteur, ou soit une épreuve qui ne peut pas être soumise à la vente, juste pour voir que tout est ok, que la finition de la couverture elle passe bien, que la tranche est bien mise, qu'il n'y ait pas de coquille. Enfin, j'imagine je vais devoir le redistribuer encore à 1 ou 2 personnes qui vont devoir relire attentivement, parce que moi je vois absolument pas quand il manque un mot ou t'as le nez dessus. Voilà, c'est ça. Je vois pas. Parfois, ça m'est arrivé. On est sur quel format de ton livre? Alors j'ai choisi de pas prendre le format poche parce que j'avais envie de faire un livre je me suis dit peut-être que c'est un projet que je ferai qu'une seule fois dans ma vie. Je voulais un grand format broché. Pour le nombre de pages, c'est encore un peu flou pour moi parce que avec ma correctrice, on parle en caractères et en mots. J'imagine que ça devrait faire environ 300 pages. 300 pages. Voilà. Ok. Donc c'est un livre qu'on pourrait s'offrir pour les fêtes, par exemple. Voilà, tout à fait. Toujours une bonne idée de cadeau. Voilà. D'où pourquoi il sort aussi en octobre, puisque une partie de l'histoire se déroule pendant les fêtes de fin d'année, et donc du coup, c'était le moment le plus propice de le sortir en octobre en fait. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture à venir? Ah ça, c'est la question qui me hante et qui me stresse. Ça me donne des angoisses. J'ai très peur de ne plus retrouver cette inspiration qui me tombe dessus. Mais oui, j'ai très envie évidemment. Même si là, je pense que mon cerveau est saturé en fait. Tu es d'abord dans une première étape d'accoucher de ton projet. C'est vraiment le terme, accoucher mon 5e enfant, comme je l'appelle, c'est déjà lui donner vie et puis c'est déjà un beau projet parce que statistiquement, je pense que c'est pas peut-être beaucoup de gens se mettent à l'écriture, mais un livre ne sort pas. Tout à fait. Ma correctrice me disait justement, il y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à la fin de leur histoire. Ouais. Donc c'est déjà une fierté en fait. C'est une fierté, c'est sûr. Après, j'espère qu'il sera quand même lu. Ouais. Ça c'est sûr. Apprécié ou non, ça c'est propre à chacun. Enfin, la lecture c'est subjectif et je pense que on peut aimer un livre à une période d'une vie et puis ne plus l'aimer si on le relit 10 ans plus tard parce qu'on est dans un autre stade de vie. Voilà, on évolue. Les attentes ne sont plus les mêmes. J'espère. Est-ce que tu aurais des rêves de pouvoir en vivre? En vivre, je pense que c'est difficile. Après, c'est sûr qu'il y a des auteurs qui peuvent vivre de leurs plumes. Je pense à Marie Vareille ou à Virginie Grimaldi, où elles sortent, avant même que le livre soit sorti, c'est un best-seller. Elles ont fait leur place et elles sont dans de grandes maisons d'édition. Mais je pense que c'est tellement des heures de travail que finalement, quand une personne se met à écrire, si elle se dit « j'ai envie d'en gagner ma vie », je pense que le processus est perdu parce qu'en fait c'est juste transmettre quelque chose à d'autres personnes et c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense. Dans le résumé, on peut découvrir donc que tu parles de Tana Doula. C'est un terme qui est pas spécialement connu. Non. Les doulas peut-être si parce que ça fait référence à tout ce qui est accouchement, accompagnement, un accompagnement. Voilà, c'est ça. Ici Tana Doula, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, donc une Tana Doula, c'est une personne qui accompagne
selon la demande d'un malade ou de la famille, des personnes en fin de vie ou des familles qui accompagnent une personne en fin de vie. Pourquoi ce sujet? Pourquoi les Tanadoula? Je veux dire, comment tu as connu ça? Ah bien, en fait, j'ai commencé à écrire pendant une période de ma vie qui a été difficile et en fait, j'avais peur de mourir. Je me recherchais des maladies tous les matins, c'était une obsession. C'est assez particulier en fait quand on angoisse. Dire tu es encore jeune. Ouais, après je pense que parfois c'est le corps qui donne des signaux d'alerte quand on va pas bien. On finit par s'imaginer des choses parce qu'on cherche un échappatoire finalement. Donc voilà, c'est vraiment là que l'idée m'est venue, c'est de me renseigner. Alors évidemment, on recherche sur internet fin de vie et donc on tombe et c'est comme ça que je suis tombée sur cette profession parce que j'avais aussi moi-même une recherche de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer mon métier, qu'est-ce que j'aimerais de faire et en fait je suis tombée sur cette vocation, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est vraiment une réelle vocation de pouvoir accompagner des personnes qui sont face à la mort ou aider des proches à quand même continuer à avoir envie de vivre avec leur malade, la personne qu'elles aiment. Ça existe en Belgique? Je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais c'est vraiment un métier qui est en plein essor. En Suisse, par exemple, j'ai vu vraiment des interviews sur des personnes qui sont devenues Tanadoula. C'est pas une profession reconnue encore comme la doula en fait. Ouais. J'imagine que c'est assez onéreux pour les familles de pouvoir se payer ce luxe finalement, mais je pense que ça a tout son intérêt, voilà, tout à fait, parce que parfois, on peut être confronté à la mort, mais le souvenir va finalement laisser une personne continuer à vivre. C'est vraiment ça que j'ai envie de me dire et que je dis toujours à mes enfants, c'est que oui, malheureusement, il y a le cycle de la vie, on vient au monde et heureusement, on ne sait pas quand on va partir, mais j'ai envie de penser que la vie ne s'arrête pas quand on s'arrête de respirer, même si voilà, chacun a ses croyances et ça, c'est un autre débat, mais voilà, on peut continuer à faire vivre quelqu'un au travers des souvenirs et ça, c'est important justement de ne pas se braquer dans le déni ou dans la colère, parce qu'on peut passer à côté de beaux moments et quand les moments sont comptés, il faut vraiment les rendre de qualité. Est-ce que toute cette recherche et cette écriture t'a permis un peu de faire une sorte de thérapie sur tes peurs? Oui, dans l'histoire, j'ai enfermé aussi des souffrances. Au fur et à mesure que j'étais en train d'écrire, j'étais aussi en thérapie avec une thérapeute qui m'aidait à tenir le cap. C'est sûr que oui, ça aide à pouvoir justement finalement livrer ses craintes et aussi s'imaginer des espoirs, de se dire même si je tombe malade, même si ça m'arrive, eh bien on peut très bien continuer à vivre, on peut très bien aimer vivre. C'est vraiment un peu t'apaiser, te faire la paix finalement avec cette histoire de mort et cette peur de la mort. Tout à fait. Être un peu plus dans ok, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, voilà. Ça fait partie de la vie. Tu as eu l'occasion de côtoyer des Tanadoula, de parler peut-être via les réseaux pour te documenter sur le sujet? Non, donc j'ai pas vraiment eu d'entretien avec une Tanadoula. J'ai beaucoup lu les objectifs donc des écoles qui proposent des formations de Tanadoula. Quels sont les objectifs? C'était drôle en fait d'écrire parce que Marie donc elle va tomber sur cette annonce, à tout hasard un soir chez elle, recherche Tanadoula. Elle ne sait pas du tout ce que c'est une Tanadoula et donc finalement Marie c'était un peu moi quelque part. Un peu moi quand j'ai lu ton résumé. Voilà, c'est ça, on se dit Tanadoula, c'est quoi et donc du coup c'est ça qui peut être aussi intriguant, c'est de se dire finalement elle a cette folie quand même de se dire je ne sais pas ce que c'est mais comme elle est tellement en quête de sens, elle va aller au bout des choses et finalement, est-ce qu'elle est vraiment une Tanadoula? J'en sais rien, mais on va peut-être le découvrir. On verra un petit peu comment ça se. En tout cas, ça l'anime et c'est un peu sa folie de se dire allons-y. Tu parlais donc de peur, de crise que tu as dû mettre dans ton livre. Est-ce que tu n'es pas toi dans un moment de ta vie où tu avais besoin de te prouver quelque chose? Parfois, on a entre guillemets, comme on dit, les crises de la quarantaine qui n'arrivent pas spécialement aux crises de la quarantaine. Est-ce que c'est pas un moment où tu t'es dit tiens voilà, il faut que je mette sur papier quelque chose qui me rend ou une motivation qui te permette d'écrire? Je veux dire, un moment de ta vie où tu t'es dit, voilà, il faut que je crée quelque chose par fierté, pour me sentir vivante. Comment ça s'est passé par rapport à ça? Donc, l'écriture a commencé au début d'une escalade, j'ai envie de dire, avec mon intérieur, mon moi-même. J'avais une grosse crise existentielle. J'étais plus épanouie dans mon boulot. Je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que j'ai encore envie d'enseigner? Parce que on est en classe avec des enfants, on peut pas... Il faut être à 100%. Voilà, il faut être à 100% et puis il faut les mettre à l'aise. Et quand on n'est pas bien soi-même, c'est difficile d'être
de mettre des petits parce que je suis institut maternelle, donc il y a vraiment tout ce côté affectif qui est hyper important. Et puis en fait au fur et à mesure de l'écriture, j'ai fait une grosse pause de 9 mois parce que mon cerveau était saturé et que au final j'ai quand même vécu un divorce, donc voilà, je me suis séparée du papa de mes enfants, pas du tout de manière déprimée ou en colère, parce que ce livre aussi, ça m'a permis de réaliser finalement c'est quoi aimer, être aimé, l'amour, la folie, l'envie de vivre ou la peur de mourir. Et du coup je me suis dit j'ai 36 ans et moi en fait je suis plus qu'une maman, je suis fermée dans ce rôle de parent, on est fermé dans ce rôle de parent, on est une super équipe, mais au final est-ce qu'on est réellement un couple? Et donc voilà, là c'est un peu plus profond ce que je dis là, c'est aussi ça écrire. Quand je relis maintenant l'histoire, je me dis en fait maintenant je sais pourquoi je l'ai écrit. Et donc ça c'est drôle parce que au moment même on pense faire parler des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on écrit sur du papier, et puis au final on se dit mais non, j'ai compris, et c'est tellement comme une thérapie finalement, un peu comme une thérapie, oui, tout à fait. C'est ce que tu es dans certaines émotions à ce moment-là, puis finalement si tu le relis à ce moment-là, t'es plus dans cette émotion-là, mais tu le comprends. Je le comprends, et puis ça prend tout son sens aussi. Parce qu'on peut effectivement avoir des moments dans sa vie comme ça où on a besoin de créer quelque chose, parce que comme tu dis, on n'est plus en adéquation avec son travail, on peut créer quelque chose pour retrouver du sens. Est-ce que suite à ça, tu as retrouvé du sens dans ton travail? Est-ce que ça t'a permis un peu de t'apaiser dans ton équilibre professionnel? Ben, je pense que, en tout cas, quand je vois par rapport sur mon plan de vie personnelle, mes amis me disent toujours, parce que oui, il y a des fois où on est au fond du trou, comme on peut dire, et on se dit, mais ça n'ira jamais. Enfin voilà, moi je suis maman de 4 enfants, je me retrouve seule finalement, parce que même si on éduque des enfants en coparentalité, il y a une semaine sur 2 où je suis complètement seule, et elles me disent, mais Maïté, t'as écrit un livre, tout le monde n'écrit pas un livre. Et donc je me dis, oui, en fait c'est vrai, c'est fou, j'ai écrit un livre, et ça c'est ma force. C'est aussi cette fierté de dire tu n'es pas, comme tu disais, qu'une maman ou qu'une institutrice, tu arrives à avoir plusieurs casquettes. Tout à fait. C'est quand même assez fier. C'est quelque chose que tu pourras aussi transmettre à tes enfants. Oui. Ils savent que j'ai écrit un livre parce que j'ai passé des heures à m'enfermer pour avoir le silence. C'est pour ça aussi que j'écris principalement la nuit, pour que tout le monde dorme et que je puisse avoir la paix. Mais il y a des fois où j'ai des timings à respecter, et donc du coup je leur dis mais non, stop, laissez maman tranquille, je sens que l'inspiration est là et il faut me laisser. Et donc oui, je leur transmets, mais ce que je veux surtout leur transmettre en publiant ce livre et en allant vraiment au bout, c'est de se dire il faut aller au bout de ce qu'on veut, même si on est une mère, ou même si on est enseignant, qu'on gagne bien sa vie ou qu'on gagne pas bien sa vie. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, coûte que coûte. Et voilà, c'est ça que je veux vraiment dire à mes enfants. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Côté Canap. Un immense merci à Maïté Veka d'avoir partagé avec nous cette aventure incroyable. Sa générosité et sa sincérité sont une source d'inspiration. N'hésitez pas à venir découvrir son roman « Fais de moi ton souhait » qui est disponible sur Amazon et sur son site internet, et à suivre ses réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette conversation, n'oubliez pas de vous abonner à Côté Canap et de me laisser une note ou un commentaire, ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Côté Canap. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt.